Hollywood recèle d'innombrables histoires inédites, certaines cachées derrière les projecteurs et les caméras, d'autres murmurées seulement après que le temps est passé. Lorsque Val Kilmer et Robert De Niro ont fait équipe au cinéma, le monde entier a remarqué leur collaboration. Mais après le décès de Kilmer, De Niro a enfin brisé le silence sur leur collaboration. Y avait-il des secrets sur le plateau dont personne n'était au courant? Que révèle De Niro sur Kilmer? Restez à l'écoute pour découvrir les coulisses de cette histoire. La connexion Heat. Cela fait 30 ans que Heat est sorti en salle, et pourtant, son impact semble plus fort que jamais. Alors que certains films s'estompent avec le temps, Heat n'a fait que gagner en popularité. Ce n'est pas seulement un film divertissant. Il vous plonge dans un monde de crimes, de stratégie et de tensions incessantes. Chaque scène semble vivante. Chaque personnage est parfaitement interprété. Pour Val Kilmer, Heat n'était pas un simple rôle, mais une expérience transformatrice qui l'a poussé au-delà de ce qu'il croyait possible. À l'époque, Kilmer était déjà en pleine ascension à Hollywood, après avoir incarné Bruce Wayne dans Batman Forever 1995. Mais Heat était différent, plus personnel. Partager l'écran avec des légendes telles qu'Al Pacino et Robert De Niro n'était pas seulement un moment fort de sa carrière, mais un trésor pour toute sa vie. Qu'est-ce qui a rendu cette expérience encore plus spéciale pour lui? Il a survécu pour raconter cette histoire, appelant fièrement Al et Bob par leurs prénoms, un honneur que seuls quelques rares privilégiés peuvent revendiquer. Non seulement il travaillait avec eux, mais il apprenait également à leur côté, acquérant l'expérience de partager l'écran avec deux des acteurs les plus respectés au monde. Pour Kilmer, ce n'était pas seulement un thriller policier. C'était une expérience qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Toute l'expérience du tournage ressemblait à un décor de conte de fées. Lorsque le tournage se poursuivait après la tombée de la nuit, Kilmer et De Niro attendaient dans leur véhicule pour éviter d'être entendus par l'équipe principale qui continuait à filmer à l'intérieur. De place, pour se préparer à la chaleur. Kilmer a tiré à balles réelles directement au-dessus de Niro pendant l'entraînement de la police. C'est en partie grâce à cela que les scènes d'action semblaient être incroyablement réalistes. Il a même habité chez Michael Mann pendant le tournage. Outre l'entraînement, Kilmer a compris l'essence même de Heat. Il a réalisé que ce film se démarquait des autres en entrant dans l'histoire du cinéma et en se classant parmi les meilleurs thrillers policiers jamais réalisés. Et il en était fier. Après tout, combien d'acteurs peuvent se vanter d'avoir joué dans l'un des films policiers les plus emblématiques de tous les temps? Val Kilmer a incarné Chris Shiherless, et il a livré une performance exceptionnelle. Il a joué le rôle d'un voleur habile qui devait trouver un équilibre entre sa vie personnelle et le plus grand braquage jamais réalisé au cinéma. Heat était également spécial pour lui en raison de sa relation avec De Niro. Cependant, ce n'est pas le seul film hollywoodien dans lequel il a joué. Au moment où Kilmer est apparu dans Heat, il avait déjà une solide expérience cinématographique. Il a incarné divers personnages, des rôles principaux aux méchants. Sans hésiter à essayer de nouvelles choses, ces films ont connu un grand succès au box-office, même si certains n'ont pas été aussi bien accueillis qu'ils l'avaient espéré. Alors, où sa carrière l'a-t-elle mené après sa collaboration avec De Niro? Et comment se passaient les tournages avant leur rencontre? L'ascension de Val Kilmer. Alors que d'autres tentaient de lancer leur carrière, Val Kilmer a fait des choix qui pouvaient laisser penser qu'il n'avait pas bien réfléchi. On peut citer The Outsiders, un film qu'il a refusé simplement parce qu'il donnait la priorité à ses performances théâtrales. Après avoir refusé de jouer dans The Outsiders, il s'est consacré à des représentations théâtrales avec Kevin Bacon et Sean Penn dans The Slab Boys. Avant de faire ses débuts au cinéma, il a joué dans un petit projet intitulé One Too Many, qui sensibilisait les spectateurs au danger de l'alcool. Ce projet était un épisode de la série ABC After School Special. La série télévisée mettait en vedette Michelle Pfeiffer, qui a plus tard inspiré sa création poétique. En effet, avant de devenir célèbre à Hollywood, Kilmer a publié un recueil de poèmes auto-édité intitulé My Eden's Afterburns, qui se vendent aujourd'hui d'occasion pour des centaines de dollars en raison de sa rareté.
son grand rôle dans le film Top Secret, a lancé sa carrière cinématographique en 1984. Ce film se moque notamment du genre traditionnel des films d'espionnage avec des éléments humoristiques. Kilmer y incarne Nick Rivers, mais ce n'est pas tout. Il a interprété toutes les chansons et a même sorti un album sous le nom de son personnage. Il n'était pas seulement un acteur hollywoodien comme les autres, il a démontré tous ses talents d'acteur. Sa carrière était un succès, mais il ne voulait pas jouer n'importe quel rôle. Après avoir travaillé à Hollywood, il est retourné passer du temps en Europe. Il a ensuite joué dans Real Genius, un autre film comique. Après avoir joué dans plusieurs films, Top Gun l'a propulsé au sommet des classements. Vous savez ce qui est fascinant? Au début, Kilmer ne montrait guère d'enthousiasme pour Tom Iceman Kazansky avant de rejoindre le film. Pourtant, celui-ci est devenu un tournant important. Top Gun a battu tous les records avec un total mondial de 344 millions de dollars, faisant ainsi de Kilmer une figure de proue d'Hollywood. Après son succès dans Top Gun, Kilmer a démontré sa capacité à mener à bien des projets variés. Il a travaillé sur Willow, où il a rencontré Joanne Whalley, qui a conquis son cœur. Il a également joué le rôle de Billy the Kid sur TNT et s'est produit dans des pièces de Shakespeare au Colorado Shakespeare Festival. Cependant, comme on dit, le succès demande beaucoup de travail. Après avoir été choisi pour incarner Jim Morrison dans The Doors, Kilmer a dû faire face à ce qu'il qualifierait probablement de son rôle le plus exigeant à ce jour. Il n'a pas seulement joué Morrison, il est devenu Morrison. Il s'est entraîné pour maîtriser les paroles de Morrison et a commencé à s'habiller comme lui avant le début de la production. Pendant la phase de préparation, il a assisté à des concerts locaux des Doors et s'est rendu sur les lieux historiques de Morrison pour répéter afin de reproduire son style de chant. Il s'est investi sans relâche. Très vite, les membres de la distribution avaient du mal à les distinguer. Le résultat? Sa performance puissante dans le rôle de Jim Morrison a permis aux Doors de se démarquer et a propulsé Val Kilmer au sommet. Cependant, Kilmer n'en avait pas fini en 1993. Ses performances dans Thunderheart, True Romance et Tombstone ont été exceptionnelles. Il s'était associé au réalisateur de Top Gun, Tony Scott, pour jouer le rôle d'Elvis Presley dans True Romance, écrit par Quentin Tarantino. En 1993, Kilmer a joué Doc Holliday dans le western Tombstone aux côtés de Kurt Russell. Dans le film, il s'est entraîné spécifiquement pour perfectionner la nocturne en mi mineur de Chopin pour une scène. Cependant, Kilmer ne savait pas jouer du piano et il a répété ce morceau pendant des mois pour se préparer. En 1995, il a joué dans Wings of Courage, un film in 3D. La même année, il a joué aux côtés d'Al Pacino et Robert De Niro dans Heat. Quoi? Comme nous l'avons mentionné, est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films policiers des années 90. Puis vint Batman Forever. Lorsque le réalisateur Joel Schumacher a vu Kilmer dans Tombstone, il a décidé qu'il était l'acteur idéal pour incarner Bruce Wayne. Kilmer accepta le rôle sans hésiter et sans lire le scénario. Dès la sortie du film, le nombre de spectateurs de Batman Forever grimpa en flèche, malgré les critiques négatives de certains critiques à l'égard de Kilmer. Les gens trouvaient qu'il était moins convaincant que Michael Keaton dans le rôle de Batman. Mais Bob Kane n'était pas tout à fait d'accord avec eux. Voici ce qui s'est réellement passé. Lorsque Batman Forever est sorti en juin 1995, il a connu un succès retentissant au box-office. Il a toutefois reçu des critiques mitigées, car les critiques estimaient que Keaton était meilleur et que Kilmer était un piètre successeur. À l'époque, le co-créateur de Batman, Bob Kane, a déclaré qu'il pensait toujours que Kilmer était la meilleure version de Batman par rapport aux autres acteurs qui avaient incarné le rôle jusqu'alors. Même les défenseurs de Batman Forever l'ont félicité pour avoir apporté une nouvelle dimension au personnage de Batman, plus héroïque et moins impitoyable. Le film apportait également une touche d'humour au personnage de Bruce Wayne. Il est présenté comme un mondain et une personnalité publique plutôt que comme l'individu introverti, anxieux et peut-être instable dépeint dans les films précédents. Au départ, lorsque Kilmer a été sollicité pour incarner Batman, Keaton jouait encore le rôle. En juillet 1994, il a décidé de ne pas revenir pour un troisième film Batman.
Après Batman Returns en 1992, en raison de divergences artistiques, William Baldwin, qui avait déjà travaillé avec Schumacher sur Flatliners, était pressenti pour le rôle. Mais il s'est retiré quelques jours après le départ de Keaton. Et c'est ainsi que Kilmer a été choisi. Malheureusement, en février 1996, Kilmer a décidé de ne pas revenir, car il estimait que le film était marginalisé au profit des méchants et en raison de problèmes d'emploi du temps avec The Saint. Après son départ, George Clooney l'a remplacé dans le rôle de Batman dans Batman et Robin, sorti en 1997. Certaines informations ont indiqué que Kilmer avait une relation de travail difficile avec Schumacher, mais ce n'était pas le seul problème auquel il était confronté à l'époque. La carrière de Val Kilmer a connu une baisse suffisante pour inciter n'importe quel acteur à envisager d'arrêter. Pensez-vous qu'il ait jamais envisagé d'arrêter? Les fluctuations de carrière. Au milieu des années 82, Val Kilmer avait consolidé sa position d'acteur hollywoodien de premier plan. Cependant, on ne peut pas en dire autant de sa carrière à partir de 1996. Cette année-là, il a joué dans Dead Girl et L'île du Dr Moreau, aux côtés du légendaire Marlon Brando, mais le film n'a pas rencontré un grand succès au box-office. La même année, Kilmer a également joué aux côtés de Michael Douglas dans le thriller The Ghost in the Darkness. En 1997, il a incarné Simon Templar dans le film d'action populaire The Saint. Dans ce film, il a multiplié les changements de costumes, incarnant un artiste fou, un scientifique britannique, un parrain de la mafia russe et d'autres personnages déguisés. Il a également écrit des poèmes et des films. Le film a connu un énorme succès et lui a rapporté 6 millions de dollars. The Saint a réalisé d'excellents résultats au box-office et a rapporté environ 169,4 millions de dollars dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, Kilmer a alterné entre des projets indépendants et grand public. Il a prêté sa voix à Moïse et à Dieu dans le film d'animation Le Prince d'Égypte. Après quoi, il a joué le rôle d'un aveugle dans le film dramatique et romantique At First Sight. Kilmer a reconnu que ce rôle était le plus difficile qu'il ait jamais joué. Red Planet, un film d'action et d'aventure de science-fiction, marque son retour au cinéma en 2000. Cependant, le film ne rencontre pas le succès escompté. Mais Kilmer ne se décourage pas. Il rejoint le casting de Pollock tout en animant son premier épisode de Saturday Night Live. En 2002, il joue dans The Salton Sea, un film très apprécié du public malgré sa sortie limitée. Pendant cette période, Kilmer a collaboré avec Christian Slater pour Hard Cash, un film policier à petit budget. À chaque rôle qu'il a interprété, il a constamment démontré son talent en incarnant avec brio chaque personnage. Pour Wonderland on 223, il a adapté le rôle d'un acteur adulte réel, John Holmes. Après cela, il a travaillé avec le réalisateur Ron Howard sur The Missing tout en maîtrisant les techniques des services secrets pour jouer un agent gouvernemental dans Spartan. Parmi les autres films dans lesquels il a joué, Alexander, sorti en 2004, n'a pas convaincu les critiques ni le public, malgré son budget élevé et la production d'Oliver Stone. Kilmer a toutefois refusé de se laisser abattre par cet échec. En 2004, il a repris le chemin des planches en incarnant Moïse dans les 10 commandements au Kodak Musical Theatre de Hollywood. Cet événement a réuni Kilmer et Adam Lambert sur scène, ce dernier ayant précédemment interprété la voix du prince d'Égypte. À ce stade, il a commencé à s'essayer à de nouveaux rôles, dépassant les attentes des spectateurs. Il a rejoint Entourage pour jouer le rôle d'un cultivateur de cannabis, Sherpa, et a failli décrocher le rôle principal dans Prophet, l'histoire de Joseph Smith, jusqu'à ce que le film ne voie jamais le jour. En 2005, le public l'a vu jouer dans The Postman Always Rings Twice sur les planches londoniennes. La même année, il a fait un retour remarqué dans Kiss Kiss Bang, une comédie d'action palpitante. Bien que le prophète du film ne soit pas très convaincant, il partage l'affiche avec Robert Downey Jr. et le film remporte le titre de film méconnu de l'année. Kilmer a poursuivi sur sa lancée et, après avoir retrouvé Tony Scott en 2006 dans Déjà Vu, il a créé un autre thriller avec Denzel Washington, The Plus, dans l'album Bowling for Soup de 2006, The Great Burrito Extortion Case. Une chanson a été nommée d'après Val Kilmer, Plus Tard.
Cette chanson a été utilisée pour une publicité Ford Motors dans la saison 10 d'American Idol en 2011. En 2007, il a été invité dans la série Numthers. La même année, il a sorti un CD dont les bénéfices ont été reversés à des œuvres caritatives. Après sa performance dans Numthers, Kilmer a participé à divers projets, notamment des œuvres caritatives, et est apparu sur scène aux côtés de Stephen Dorff dans Six Felons. Bien que le film n'ait bénéficié que d'une sortie limitée à New York et Los Angeles, son retour a été couronné de succès. À la fin des années 2000, la carrière de Kilmer avait repris de plus belle et il était à nouveau sur le devant de la scène. Mais qu'est-ce qui distinguait Kilmer des autres acteurs? L'effet Val Kilmer. S'il est tout à fait vrai que le théâtre a besoin d'acteurs capables d'incarner leur personnage, Kilmer était un acteur d'un tout autre genre. Il transcendait le simple rôle d'acteur pour devenir le personnage lui-même. Val Kilmer était une force sur scène, et son expertise en matière de comédie peut être attribuée à ses années de dévouement au théâtre. Il avait le contrôle de soi nécessaire pour interagir avec chaque personnage, et ses mots coulaient comme s'il avait participé à l'écriture du scénario. Chaque fois qu'il se plaçait devant de la caméra, il changeait de manière significative, et cela ne passait pas inaperçu. Les réalisateurs l'observaient attentivement, et le public se déplaçait pour mieux voir l'acteur. On a pu observer cet effet notamment lorsqu'il a joué dans Tombstone. Michael Biehn a mis à profit son expérience acquise dans Terminator et Aliens pour jouer aux côtés de Kilmer dans ce qui est finalement devenu l'un des westerns les plus mémorables des 3 dernières décennies. Dans Tombstone, Biehn incarne Johnny Ringo, un criminel impitoyable. Val Kilmer, qui jouait Doc Holliday, incarnait un joueur professionnel malade et mortel qui masquait sa douleur et sa souffrance. Leurs personnages étaient ennemis, et cette tension, les 2 acteurs ont maintenu leur rivalité en dehors de l'écran. Non pas de manière hostile, mais d'une manière qui montrait que Kilmer travaillait avec un point de vue professionnel unique. Pendant le tournage, Biehn a déclaré qu'il n'avait jamais parlé à Kilmer sur le plateau. Il y avait une tension entre nous parce que nos personnages ne s'aimaient pas, donc nous n'interagissions même pas sur le plateau. Pendant le travail, Biehn se rapprochait de Powers Booth. Kilmer, en revanche, choisissait de passer son temps avec Kurt Russell. Cependant, un moment a marqué Biehn, celui où Kilmer a repris le rôle de Doc Holliday. À ce moment-là, Biehn a compris qu'il devait se surpasser. Sinon, Kilmer allait le dominer. Réciter les répliques de Doc Holliday n'était pas tout ce qu'il faisait. Il vivait la douleur de Doc Holliday. Kilmer vaporisait chaque jour du glycérol sur son visage et son cou et reproduisait même la sensation de mourir lentement de la tuberculose. Cela brûlait. C'était inconfortable. Mais cela lui a permis de devenir son personnage. Jouer le rôle ne lui suffisait pas. Il voulait aussi le ressentir. Au moment de leur combat final, Biehn et Kilmer ont imaginé quelque chose de bien plus intime que ce que l'on pouvait attendre d'un film hollywoodien. Ils avaient initialement chorégraphié leurs mouvements pour rapprocher le public. Ils voulaient que les spectateurs ressentent ce moment si lent, si personnel et si mortel, et c'est ce que Kilmer a toujours apporté. L'urgence, la vérité, et le refus de rester immobile, a déclaré Biehn, ajoutant que Kilmer et lui voulaient quelque chose de plus. Nous voulions de l'intimité et du mouvement, a révélé Biehn. Tombstone n'a pas été un succès immédiat au box-office. Mais avec le temps, il est devenu un film légendaire. Aujourd'hui, il reste d'actualité, classé parmi les meilleurs westerns et l'une des performances les plus mémorables de Kilmer. Pour Biehn, jouer Ringo est donc devenu le rôle de sa vie. Cependant, c'est le sérieux de Kilmer qui a donné vie à l'histoire. Il a également admis que ce qui distinguait Kilmer des autres acteurs n'était pas seulement son intelligence, mais sa capacité à puiser dans différentes facettes de sa personnalité et à les incarner dans les personnages qu'il jouait. C'était un vrai pro et c'était toujours fascinant de le voir jouer, a déclaré Biehn, qui considérait Kilmer comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. On ne savait jamais vraiment à quoi s'attendre, ce qui rendait les choses passionnantes. C'était l'effet Val Kilmer. On ne pouvait pas le prédire. On ne pouvait pas le copier. On ne pouvait certainement pas l'ignorer, même en essayant.
Mais Kilmer n'était pas seulement un caméléon sur scène. Richard Stanley, qui a dirigé Kilmer pendant 3 jours dans l'île du Dr Moreau avant d'être licencié, se souvient que chaque fois que Kilmer arrivait, une dispute éclatait à coup sûr. John Frankenheimer, qui a également remplacé Stanley, a déclaré « Je n'aime pas Val Kilmer, je n'aime pas son éthique de travail et je ne veux plus jamais être associé à lui. » Même le réalisateur de Batman Forever, Joel Schumacher, qualifiait Kilmer d'enfantin et d'impossible. Mais personne ne pouvait ignorer son talent. Quand un artiste donne tout ce qu'il a, et qu'un jour, vous apprenez que ce talent n'est plus, c'est là que l'histoire prend d'une tournure tragique et étrangement plus forte. Le combat de Kilmer contre le cancer de la gorge. Kilmer était un grand acteur et sa grandeur ne le limitait pas. Même s'il avait été diagnostiqué d'un cancer de la gorge, Val Kilmer lisait de la poésie et prononçait les mots comme une bouffée d'air frais. C'était l'homme qui jouait Shakespeare et disait des phrases comme « Je suis ton Huckleberry ». Sa voix était tout. Elle était une source inépuisable de puissance, d'élégance, de sarcasme et de séduction. Il pouvait parler d'une voix mielleuse tout en proférant des menaces. C'était son instrument, et il lui avait permis d'incarner des rôles emblématiques pendant des décennies. Lorsque Val Kilmer a perdu sa voix, cela a eu des conséquences bien plus graves qu'un simple problème médical. Mais quand cela a-t-il commencé? C'est en 2015 que l'acteur a démenti les informations concernant son diagnostic. Malgré les rumeurs récentes, Michael Douglas avait rendu public son cancer et Kilmer s'était empressé de qualifier cette information de fausse nouvelle. Cependant, la tumeur s'était déjà formée dans sa langue et il avait alors d'énormes difficultés à parler et à respirer. Mais c'est pendant son séjour dans la maison d'hôte de chair que tout a empiré. Ce matin-là, il s'est réveillé couvert de sang, car il avait vomi abondamment. Il a même décrit cette scène comme une scène du parrain. Le sang coulait le long de mon corps. Ma vision était trouble. Je n'avais plus aucune énergie, a-t-il révélé. C'est à ce moment-là que Cher a compris qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie et a immédiatement appelé les secours pour le sauver. C'est cet appel téléphonique qui lui a sauvé la vie et Val Kilmer en a attribué le mérite à Cher. Un hôpital de Santa Monica lui a immédiatement pratiqué une trachéotomie avant que Cher ne puisse le transférer à l'UCLA, où il a commencé une chimiothérapie et une radiothérapie. Kilmer a-t-il vaincu le cancer? Oui, il l'a vaincu. Il a même décrit sa voix pendant sa convalescence comme celle de Marlon Brando après avoir bu quelques bouteilles de tequila, car elle ressemblait à celle de l'acteur après avoir bu quelques verres. Ce n'est pas une grenouille dans ma gorge, c'est plutôt un buffle, a-t-il révélé. Parler, qui était autrefois ma joie et ma raison de vivre, est devenu un combat de toutes les heures. L'instrument que je maîtrisais parfaitement est désormais hors de mon contrôle, mais il n'a pas abandonné. Kilmer a décidé de raconter son histoire dans son documentaire Val, sorti en 2021, afin de montrer au public un portrait honnête de tout son parcours, y compris ses souffrances et sa force personnelle. Kilmer s'est exprimé à l'aide d'un synthétiseur vocal et a ainsi créé ce qui restera à jamais connu comme l'héritage de Val Kilmer. Dans la bande-annonce, Kilmer dit avec son synthétiseur vocal « On m'a récemment diagnostiqué un cancer de la gorge. Je suis encore en convalescence et j'ai du mal à parler et à me faire comprendre. » Même avant qu'il ne soit diagnostiqué d'un cancer de la gorge, ses fans étaient impatients de savoir ce qui lui était arrivé. Dans une interview Ask Me Anything sur Reddit en 2017, Kilmer a expliqué qu'il avait la langue enflée, même si elle était en train de guérir à ce moment-là. Il avait également mentionné que les gens pensaient qu'il était malade à cause de sa voix. Kilmer était intense et tout le monde le savait. Malheureusement, personne ne s'attendait à ce qui lui est arrivé ensuite. La disparition de Val Kilmer. Dans un cruel coup du sort, la pneumonie, une maladie qui enflamme les poumons et les remplit de liquide, coûte la vie à environ 1 million de personnes chaque année. Malheureusement, Val Kilmer était l'une de ces personnes, le même homme qui s'était battu si fort pour respirer. Sophil, Mercedes Kilmer, a confirmé son décès en partageant cette triste nouvelle avec le New York Times et l'Associated Press. La pneumonie est particulièrement dangereuse pour les personnes dont le système immunitaire est très vulnérable.
des personnes âgées aux jeunes enfants. Kilmer avait déjà un système immunitaire affaibli par de nombreuses années de maladies et de chimiothérapie. Cela le rendait vulnérable. Selon l'American Lung Association, les complications de la pneumonie vont de l'insuffisance respiratoire aux abcès pulmonaires et à la septicémie. Kilmer avait déclaré au Times dans une interview en 2020 qu'il avait subi une trachéotomie. La trachéotomie est une intervention chirurgicale qui consiste à pratiquer une ouverture dans la trachée et à y insérer un tube pour aider l'air et l'oxygène à atteindre les poumons. Pendant cette période, il a dû compter sur le tube pour respirer et s'alimenter. Il a également déclaré que la chimiothérapie et la radiothérapie avaient détruit toute sa gorge, qui était encore sèche comme un os, mais a ajouté qu'il ne souffrait plus du cancer. Lors de l'interview avec le Times, il utilisait encore le tube de trachéotomie et a confié que lorsqu'il avait essayé de le retirer, il avait souffert de complications telles que toux, rhume ou fièvre. Pour Kilmer, c'était le dernier combat d'une longue guerre. Peu après l'annonce de son décès, l'industrie hollywoodienne s'est mobilisée pour lui rendre hommage. Je me souviens aujourd'hui de Val Kilmer avec une grande admiration pour l'homme et le talent exceptionnel qui nous a laissé un héritage enviable de performances d'acteurs inoubliables. Jim Carrey, qui a joué aux côtés de Kilmer dans Batman, a déclaré dans un communiqué publié dans USA Today que ses plus grandes réalisations artistiques n'avaient d'égal que la grâce et le courage avec lesquels il avait traversé les moments les plus difficiles de sa vie. Tom Cruise a également rendu hommage à Val Kilmer lors de son apparition à CinemaCon, adressant ses pensées à sa famille. Je ne peux vraiment pas vous dire à quel point j'admirais son travail, à quel point je l'appréciais en tant qu'être humain, et à quel point j'étais reconnaissant et honoré qu'il ait rejoint Top Gun, puis qu'il soit revenu dans Top Gun Maverick, a-t-il déclaré. Les collaborateurs de Heat ont également pleuré sa disparition. De Robert De Niro au réalisateur du film, Michael Mann, en passant par Josh Brolin, tous ont eu des mots aimables à l'égard de l'acteur. Dans une déclaration partagée avec USA Today, Robert De Niro a rendu hommage à l'acteur disparu, le qualifiant même d'acteur très spécial. Robert De Niro et Val Kilmer ne s'étaient pas vus depuis des années, mais son décès l'a tout de même attristé. Michael Mann a salué sa brillante capacité à incarner et à exprimer différents personnages. Il était également attristé que Kilmer soit décédé après tant d'années de lutte contre la maladie. Josh Brolin a écrit à côté de sa photo avec Kilmer. À bientôt. Mon pote, tout va me manquer. Cher, l'ami de longue date de Kilmer, qui l'avait également conduit à l'hôpital, a écrit sur X. Tu vas nous manquer, tu étais drôle. Fou. Casse-pied, un ami formidable. Les enfants t'adoraient. Brilliant comme Mark Twain. Courageux pendant ta maladie. Le 2 avril, Michael Douglas a écrit sur Instagram. Ce fut un honneur de travailler avec Val sur The Ghost in the Darkness il y a près de 30 ans. Val nous manquera beaucoup, mais son héritage restera à jamais gravé dans les films et les performances qu'il a si brillamment partagées avec nous. Ce co-star dans Kiss Kiss Bang Bang, Michelle Monaghan, a écrit que l'acteur était un homme gentil, curieux, engagé, rebelle et radical. Josh Gad, dans un post Instagram, a remercié Kilmer d'avoir marqué ses souvenirs d'enfance. Jim Carrey, le partenaire de Kilmer dans Batman, l'a qualifié de talent générationnel qui nous a laissé un héritage enviable de performances d'acteurs inoubliables. Dans un autre hommage sur Instagram, le réalisateur Francis Ford Coppola a qualifié Kilmer de personne merveilleuse avec qui travailler et de joie de vivre. Billy Zane a partagé une photo de Kilmer dans le film Tombstone de 1993, où il jouait Doc Holliday aux côtés de Mem Fabian, incarné par Zane. S'il existe une filmographie qui capture l'essence d'un véritable artiste dans tous les sens du terme, c'est bien celle de cet homme. Repose en paix. Amigo, à bientôt. Kilmer était un chrétien scientiste de longue date. Et même lorsqu'il a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge, il a parlé dans la presse d'une suggestion de cancer de la gorge, refusant de s'identifier à un diagnostic aussi terrible. Malgré les enseignements de sa foi, il a subi une intervention chirurgicale, une décision qui a peut-être prolongé sa vie. Il laisse derrière lui sa femme, qu'il a rencontrée sur le tournage du film Willow,
et ses deux enfants, Mercedes Kilmer et Jack. Cependant, l'histoire de Kilmer est loin d'être terminée. Ce ne sont pas seulement les rôles qu'il a joués, c'est la façon dont il a vécu et l'héritage qu'il a laissé. Alors,